Ouais, t'es pas bon à la guitare, t'es vraiment pas un sportif. Le truc, toi, c'est peut-être les bouquins, quoi. Le truc, c'est peut-être les bouquins. Alors, il faudra des années pour que ça mûrisse et tout, mais j'ai ressenti le truc comme ça, quoi. La veille de notre entretien, c'était la soirée de lancement de son livre « Nul ennemi comme un frère ». Et j'ai dû garder pour moi toutes les questions qui me brûlaient les lèvres, tant il a été assailli de lecteurs et de lectrices. Ma rencontre avec Frédéric Paulin remonte à plusieurs années. J'ai lu tous ses romans, publiés aux éditions Agulot. Le dernier en date, premier d'une trilogie sur la guerre du Liban, m'a bouleversée. À son habitude, il va fouiller les détails de l'histoire avec un grand H, tend un miroir à ses contemporains avec une humanité et une précision folle. Le deuxième tome de ce voyage au pays du Cèdre arrivera début mars 2025 dans votre librairie et je ne peux que vous recommander la lecture de ce livre magistral, dingue, qui ne ressemble à nul autre. Loin des guerres et des éclats, c'était avec un homme d'une douceur et d'une générosité incroyable que je prenais un café ce jour-là. Il enchaînait les rendez-vous et n'avait pas eu le temps de déjeuner. Il a donc commandé une planche et 2 fourchettes et au cours de notre discussion, m'a parlé de littérature, du soleil qui se lève et apaise les angoisses et de Julie, la compagne de sa vie. Ce nouvel épisode des gens qui lisent était sincère et généreux. Maintenant, à vous de lire et d'entendre un morceau de la bibliothèque de Frédéric Paulin. Salut, pardon, je suis en retard, je suis perdue dans la gare. Ah ouais? J'ai failli partir dans un train. Ok. Partir où? On va se mettre à l'intérieur. Ouais, carrément. Il y a un peu de vent, ouais. On démarre alors. Va. Okay. Allons. La première question toute simple, Frédéric, où sommes-nous et pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici? Alors la question c'était un endroit à Paris qui me parle et tout ça. J'avoue que ça fait très longtemps que j'ai quitté Paris et que j'ai plus vraiment d'endroit. Donc là on est devant la gare Montparnasse, dans un café qui s'appelle l'Atlantique. Et alors pourquoi la gare Montparnasse? Parce que moi quand je viens de Rennes, j'arrive sur Paris à la gare Montparnasse. Et c'est là où, quand je fais une tournée promotionnelle et que je présente mes bouquins, le passage obligé en France, c'est un peu de passer par Paris pour après se dispatcher dans différents endroits. C'est donc là que je prends mon train, mais c'est aussi là qu'on prend le train pour Bordeaux. Et ma maison d'édition, Agulot, se trouve à Bordeaux. Le siège social est à Bordeaux. Ah, je savais pas. Oui. Et voilà, donc on est là à Montparnasse pour ces différentes raisons. Ok. Les cafés, les trains, c'est des endroits propices pour toi, pour la lecture, ou est-ce que tu as besoin de conditions vraiment spécifiques pour lire? Non, j'arrive à... Alors, le café, moins. Hein. Les cafés, c'est plutôt la lecture de la presse et des magazines. Mais j'aime bien lire dans le train. Moi, je me sers du train de mes nombreux voyages en train. Oui, tu voyages beaucoup, du coup, quand t'es le cas. Ouais, quand je suis en période promotionnelle, je fais vraiment des dizaines de milliers de kilomètres, des fois en quelques mois. Et là, je lis beaucoup. J'aime bien lire, quoi. Je lis beaucoup le soir aussi, quand je me couche. J'aime bien veiller, quoi. Je regarde un film, une série, et puis souvent ma compagne s'endort, et moi je lis. Alors je lis à ce moment-là seulement. Ouais, c'est quand même mes moments de lecture, c'est le soir. J'ai souvent une lampe frontale pour éviter de la réveiller, Julie, quoi, parce qu'elle bosse le matin, elle doit se lever. Moi, je suis un peu plus... couche tard. Ouais, et puis je suis peinard sur mes horaires, quoi. Alors le problème, c'est que je me réveille très tôt, quoi. Des fois, il m'arrive de me réveiller à 4h du matin. Je descends, pour pas réveiller Julie, justement. Je descends et je lis en bas. Alors là, je peux lire. Là, des fois, je lis plus, d'ailleurs, des trucs, plus des essais. Par exemple, au long cours, j'ai cette lecture de Thomas Piketty et Julia Cagé, là. Le conflit politique. C'est une espèce de pavé énorme avec plein de graphismes et tout, mais super. Et je le lis souvent le matin, vers 4-5 heures du matin, quand je suis en bas. Je bois du café. Et il y a un truc un peu bizarre dans ce moment-là il faut que je lise pour éviter l'angoisse du matin où tu te dis je suis tout seul réveillé, qu'est-ce que je fais, c'est débile, il fait nuit, tout le monde dort, les gens normaux ils dorment à cette heure-ci, et pourquoi tu dors pas, quoi? Toi c'est le matin que tu as besoin de te rassurer. C'est plutôt le matin, ouais c'est vrai. Ouais, et je sais très bien d'ailleurs ces questions angoissées, cette angoisse là qui s'installe, je sais qu'elle va disparaître lorsque le soleil va se lever. C'est pour ça que j'aime bien l'été, le printemps, parce que le soleil se lève tôt, mais en ce moment, enfin plus encore en hiver,
il faut vraiment... je me réveille et je deviens stable psychologiquement, si on peut dire, à 8h du matin, quoi. La lecture casse cette angoisse. Au même titre que l'écriture, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Moi, quand j'ai des sensations comme ça de questionnement, d'angoisse, d'inquiétude, d'anxiété, je me suis déjà vu aller écrire et au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure d'écriture, je me sens autre, quoi. Je me sens bien, je me sens vraiment serein, quoi. Voilà, je crée un monde qui est le mien, c'est une facilité, quoi. Enfin, facilité, ouais. Mais non, ce que je veux dire, c'est que si vous pouvez créer un monde n'importe où, en peinture, en imagination, le monde présent est moins problématique. Moins pressant. Ouais, sans doute. Ouais. Il y a un côté apaisant, en fait, que tu as vraiment identifié. Mais peut-être pas que. Il y a un côté apaisant, je dois le dire, mais il y a un côté aussi, la lecture peut me mettre en colère, quoi. Ah. Ben oui, quand tu dis, je sais pas, je suis assez fan de Howard Zinn, tu vois, historien américain qui a écrit l'histoire populaire des États-Unis et tout, qui a une espèce de contre-histoire de la création des États-Unis où il pointe effectivement que ce pays s'est construit sur l'esclavagisme, sur le massacre des Indiens, mais aussi la mise au pas violent des pauvres de toutes sortes. Tout ça me met en colère aussi. Et quand je lis, je parlais de Piketty et de Cagé là, mais quand on t'explique les votations et autres, ça peut me mettre en colère aussi. Ah, donc il y a des... Ça t'agite. Ça m'agite, ouais. Néanmoins, il y a quand même globalement cet aspect apaisant dans l'écriture, dans la lecture. Ouais, c'est vrai, quand même. Ça serait le mot, est-ce qu'il y aurait un mot un peu caractéristique pour toi, percutant, qui définirait ton rapport à la lecture? Quel mot tu choisirais pour dire ce que c'est pour toi lire? Ça serait provoquant, enfin, ça serait vivant, enfin je veux dire, oui, la lecture pour moi il y a quelque chose qui me secoue, quoi. Oui. Est-ce qu'il y a des moments de ta vie, peut-être des moments plus difficiles ou plus compliqués, où tu t'aperçois que tu ne peux plus lire? Est-ce que ton état d'esprit peut interférer avec ton envie ou pas de lire? Ça t'est déjà arrivé d'avoir des blocages de lecture? Il y a, avant d'écrire finalement, avant de devenir romancier, je dois avoir une trentaine d'années et il m'est arrivé un moment où j'arrivais plus à lire de romans. Ah oui. Je pouvais lire que des magazines, des brèves, des petits articles. Je me souviens que pendant un an, j'ai plus ouvert un roman. Par la suite, je me suis demandé pourquoi et tout ça. Et j'ai bien compris que, en fait, j'étais en recherche de ce que j'allais faire de ma vie. Je pense que de manière peut-être inconsciente, j'avais envie d'écrire et je l'avouais pas. Tu n'étais pas formulé encore. Être romancier, c'était une espèce de rêve d'adolescent attardé. C'est pas possible d'en vivre. Enfin, c'était bon, ça va. Et je me souviens que je me suis remis au roman en lisant un Giono, Regain, qui est un petit roman, mais qui était super. Enfin, un type et une fille qui fuient dans la campagne et tout ça, je trouvais ça super beau et tout ça, et je me suis remis à lire comme ça. Mais c'est le moment aussi où je me réveille une nuit en me disant, bon, arrête tes conneries, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, quoi? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et ben, je me dis, même dans le truc le plus débile, le plus de l'ordre du rêve, du fantasme, et ben, je me suis dit, je crois que je veux être écrivain. Et je me souviens de ce truc, quoi. Et je me suis mis à écrire un peu sérieusement sur les conseils de ma compagne Julie, qui avait lu un texte que t'avais écrit. Un texte, ouais, un manuscrit, et qui rigolait, et je lui avais dit, mais qu'est-ce que tu es en train de lire là? Bah, je t'ai pris un manuscrit là sur. Et elle m'a dit, tu devrais, et c'est vraiment cette phrase qu'elle m'a dit, tu devrais essayer sérieusement, quoi. Et je me suis dit, putain, si elle dit ça. Donc, quand elle me dit ça, quand même, je lui fais confiance et je me mets à écrire, quoi. Je pense que c'est ce moment-là que je me mets à écrire, et c'est un peu à ce moment-là où je me mets à lire aussi des romans, quoi. Dis, t'as pas une culture classique, entre guillemets. La lecture, les livres ont toujours été dans ton paysage. Tu as grandi avec des livres, on lisait des histoires. Quels étaient ton premier rapport aux livres? Eh ben, je dois reconnaître ça chez mes parents, qui sont pas des intellectuels, qui ont fait des études à une époque où, ils ont leur bac et quelques années d'études après. En plus, eux, ils venaient d'un milieu. C'est eux qui sont des transfuges de classe, quoi. C'est eux qui ont fait le boulot. Ouais, le boulot. Et
je dois reconnaître qu'ils ont tout le temps considéré les diplômes comme un sésame, et donc ils nous ont poussé à faire des études, et surtout qu'il y avait toujours des livres chez nous, quoi. Ils avaient des bibliothèques dans leur chambre, on en avait dans les nôtres, et parfois, quand j'étais plus jeune, on allait dans un magasin, c'était un livre qu'on devait choisir. J'aurais préféré le pistolet ou le jouet quand j'étais gamin. Ouais. Non, tu prends un livre. On me faisait chier, mais quand même, il y avait cette démarche. Et j'ai un pote, quand j'étais en 5e, 4e, qui m'a dit c'est vraiment étonnant, il y a tout le temps des bouquins sur tout chez toi. Enfin, il avait remarqué ça, alors que moi je ne le remarquais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que mes parents ont tout le temps cru en ça, quoi. Tu veux que je te dise un truc, en 5e, j'étais vraiment un élève pas très bon, quoi. Enfin, je me faisais virer de classe, j'avais des avertissements de travail, conduite, j'ai jamais eu la moyenne, j'ai redoublé ma 4e, ma terminale. Enfin, c'était compliqué l'école. L'école, c'était pas quelque chose de serein pour toi. Ouais. Moi, c'était vraiment pas bon. Et je me retrouve en 5e, il y a la prof qui dit le prof de français, on va faire une dictée. Elle sort sa feuille et tout, on est tous là. Moi, je sais que je me tape des zéros en dictée, quoi. Et elle commence à lire un texte. Ce matin, maman est morte, peut-être. Et moi, il y a un truc, parce que, alors, je fais le truc et je t'expliquerai pourquoi, mais je continue. Elle dit, ce matin, maman est morte, et je me redresse et je dis, ou peut-être aujourd'hui, je ne sais plus, le télégramme disait simplement mère décédée, sincère condoléances. La prof, moi je suis un tocard, quoi. La prof elle le sait, elle dit Paulin, au fond de la classe, il va encore se faire virer. Elle me regarde, elle me dit, je vois un truc passer dans son regard et elle fait Paulin, t'es venu fouiller dans mes affaires pendant la récréation et tout ça. Et je dis mais non, j'ai lu, c'est Albert Camus, L'étranger, quoi. Et elle est là, désemparée, en 5e. Quel gamin lit L'étranger, ça existe, mais pas Paulin, quoi, pour elle. Et parce que ce bouquin, je l'ai trouvé dans la bibliothèque de mes parents et que pendant l'été, on est parti en Ardèche et j'avais ce bouquin, quoi, et que j'ai lu ce bouquin et que ce début de roman, puis en plus j'ai à l'époque 12-13 ans, j'ai une mémoire de tueur, quoi. Donc j'ai vraiment, je me souvenais 2 mois après de cette début de roman, quoi. Et quand même cette prof, il y a un truc qui a shifté dans son regard, là. Enfin, et elle s'est dit quand même après, elle s'est dit ah bon, tu l'as lu? Elle me fait. Je dis ouais, j'ai lu ça cet été. Ah bon? Et tout d'un coup, elle s'est dit ah ouais, peut-être que il y a peut-être un truc à faire avec ce gars. Ouais. Plus encore, moi j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire avec la culture, quoi. Là, je te jure, j'ai pris un truc et je me suis dit ouais, parce qu'autour de moi, mes potes qui étaient des grands. Les mecs me regardaient, la prof, ouais, il y avait un truc. Putain, je pense que, peut-être inconsciemment encore, mais j'ai senti le truc. Ouais, t'es pas bon à la guitare, t'es vraiment pas un sportif. Le truc, toi, c'est peut-être les bouquins, quoi. Le truc, c'est peut-être les bouquins. Alors, il faudra des années pour que ça mûrisse et tout, mais j'ai ressenti le truc comme ça, quoi. Et voilà, c'était un moment de gloire. Mais c'est un moment incroyable. Si on fait ta vie en film plus tard, on prend ce moment comme élément fondateur, tu sais. C'est très romanesque, quoi. Et donc, les textes qui m'ont... moi, je me souviens du premier livre qu'ils m'ont acheté, mes parents, de lecture. Je suis en CP, au début de l'année. On va dans un supermarché qui était à côté de chez nous. Là, par exemple, si tu veux quelque chose, prends un livre. Et je voulais... Alors, un livre, et j'essaye de prendre une BD. Là, je me souviens encore que la BD que je lisais, c'était une espèce de magazine sur l'homme qui valait les 3 milliards. Quoi. Ouais. Steve Austin, Lee Major, et donc c'était une BD, et mes parents me disent non, tu prends un bouquin, et je prends, je me dis oui, et le gendarme, je crois, un truc comme ça. C'est le premier bouquin que je lis, donc j'ai 5 ans, 6 ans, je sais pas, 5 ans, et je me retrouve avec ce bouquin. Ça me fait chier. Tu l'as choisi par dépit? Bah ouais, je crois. Et en fait, je les lis, je me souviens de l'après-midi même d'être sur mon lit
et de lire, de le lire et de y trouver un plaisir assez facile. Alors c'était écrit gros, il y avait des images toutes les 3 pages. Et ben je lis ça, tu vois. C'est la première. Si je dois vraiment penser au truc, j'avais des livres que mes parents me lisaient de lecture, des livres un peu avant, mais ça c'est vraiment mon premier bouquin, quoi. Bon, plus tard il y a d'autres livres qui m'ont quelques années après, ouais. Moi, mais je me souviens vraiment la première grande découverte de lecture comme ça, où je me dis putain, où ça me fait des images, où ça me projette dans un univers où je voudrais être, et tout ça, c'est La Guerre des boutons. Ah. Tu vois, La Guerre des boutons de Perrault. Et là, je me dis putain, le trip des gamins et tout ça, qui se construisent une cabane, qui se font cette guerre. Longeverne et Velran, enfin c'était des 2 villages là, super, avec des noms, les types avaient Big la Lune, il y avait plein de petits gibus, grands gibus, c'était super. Et moi je me voyais là-dedans, quoi. Et puis je l'ai lu, à tel point que ce bouquin, moi je l'ai lu une fois quand j'étais en primaire. Et moi maintenant, je l'ai relu il y a après mes 20 ans, 30 ans, je sais pas, je l'ai relu. Et j'ai quelques éditions assez chouettes. Gallimard qui faisait des grands bouquins à un moment et qui étaient illustrés par des dessinateurs, quoi. C'était le texte original et illustré par des dessinateurs, et c'était vraiment la couverture comme ça. Ah oui. Et j'ai dans la même collection, il y a Céline, Voyage au bout de la nuit, illustré par Tardy, tu vois. Okay. Et là, je me souviens plus de l'illustratrice de La Guerre des boutons, mais il est super. Et je l'ai relu à cette occasion. J'adore ce bouquin. Actuellement, encore, Et à tes relectures, t'as retrouvé pas le même plaisir de non, lecture, mais une espèce de nostalgie, ouais, tout à fait, ouais, en me disant, ouais, je me souviens, tu as à tel point que j'étais allé chourer des boutons dans la mercerie de ma mère, là, qui avait qui des fois rapiéçait nos boutons. Elle avait une grande boîte et je m'en étais fait, quoi. Quand j'étais tout gamin et que j'avais lu pour la première fois ce bouquin, je m'étais fait une petite boîte, je sais pas pourquoi, ça m'a jamais... Il y a aussi deux bouquins, là, Le Baron Perché de Italo Calvino, que j'ai lu aussi au début du collège, et ça j'adorais. L'histoire de ce mec qui décide, qui monte sur un arbre et qui décide, mon Dieu, de plus jamais redescendre. Cette liberté folle. Super. Et c'est marrant parce qu'il y a des années de ça, mon père, j'avais peut-être 20 ans maintenant, il taillait un arbre dans son jardin, il était en haut d'une échelle, et il m'a dit un truc, il m'a dit, mais bien là-haut en fait, j'ai pas envie de redescendre. Et je lui avais dit, putain, Italo Calvino, Le Baron Perché. Et il y a celui-là, et puis c'est William Goldwyn qui Sa Majesté des mouches. Ça aussi j'aime bien. Mais tu vois, c'est tout le temps histoire de jeunes gens là comme ça. La Guerre de boutons, c'est aussi des jeunes gens. Au début du Baron Perché, c'est aussi des jeunes. Hein. Oui, c'est vrai, avant qu'ils grandissent. Ouais, et Sa Majesté des mouches qui est cruel, quoi. Mais je trouvais ça merveilleux, quoi. J'ai jamais lu ce texte. C'est un classique, hein. Mais c'est bien. Hein. Et c'est surtout. Que font les gamins sans les adultes, quoi. Il y a quelques livres que j'ai relus, La Guerre des boutons, Voyage au bout de la nuit. Alors c'est un peu, les gens disent toujours le voyage, mais moi c'est un bouquin. Le Voyage au bout de la nuit. C'est un bouquin qui m'a ouvert de Céline, qui m'a ouvert à la littérature. Et pareil, ce bouquin, je l'ai lu. Tu l'as lu quand pour la première fois? En début de seconde, quoi. Tu vois. Adolescent. Ouais, adolescent. Et on lisait pas ce bouquin, c'était pas un bouquin programmé au truc. Quand je lisais ça, bon. Mais bon. Et j'ai adoré. Et je pense que je l'ai lu 3 fois depuis. Et parce que j'ai aussi une édition Gallimard. La belle par Tardy, que j'ai relue comme ça, quoi. Il y a des passages dans Le Voyage au bout de la nuit qui sont d'une humanité incroyable, quoi. Incroyable, quoi. Enfin, il y a vraiment des moments... Et c'est pas du tout le bonhomme, c'est pas Céline. Et j'aimais bien cette possibilité d'être... d'écrire et d'être quelqu'un d'autre en écrivant, quoi. Ouais. Est-ce que tu arrives à comprendre pourquoi un livre t'appelle à un moment donné? Qu'est-ce qui fait que tu vas en choisir un et pas un autre? Et ben, tu vas où? Par exemple, quoi? moi j'ai adoré
peut-être été un des rares mecs à le finir, mais Les Bienveillantes de Jonathan Little. Je l'ai fini. Oui, on est deux. Parce que il paraît que c'est pas donné. Il y a des Anglais, je crois, qui ont fait une étude là-dessus et ils estiment à 25-30% des mecs qui ont acheté ce bouquin qui vont terminer. C'est vrai. Pour des raisons idéologiques ou parce que le bouquin était trop ardu? Ardu, ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Parce qu'il y a eu aussi ça, pardon, après je te laisserai parler, le côté se mettre dans la peau d'un Auer, qui est un SS, qui est sur tous les pires lieux de... Mais il est passionnant. Ouais. Moi j'ai adoré. Je l'ai lu et je me suis voilà, et un jour une revue, je sais plus, Books Magazine je crois, et qui parle de ce bouquin et j'achète le truc. Les mecs font des rapports à d'autres bouquins et par exemple ils le mettent sur le même plan que Vie et Destin. C'est un bouquin de Vassili Grossman sur la guerre, quoi. En fait, le mec est soviétique, quoi. Il est correspondant sur le front et tout ça. Il est à Stalingrad et donc il fait un bouquin. Et ils disent, il y a des passages qui se ressemblent et tout. Mais il y a Vie et Destin, c'est plus grand. C'était vraiment une somme et tout. Et là, je me dis, tu vois, c'est comme ça que je découvre Vassili Grossman et Vie et Destin. Vie et Destin, c'est un bouquin incroyable, quoi. Complètement dingue, super passionnant historiquement, c'est un roman super, mais voilà, c'est comme ça que je le découvre, c'est en lisant, c'est pas quelqu'un qui me l'a conseillé, c'est plutôt, c'est quelqu'un, c'est un journaliste littéraire qui a dit, je me suis dit, c'est qui a fait le lien, qui a fait l'algorithme pour toi. Ouais, c'est vrai. On va, si tu es d'accord, faire un petit tour du côté de ta bibliothèque, ou tes bibliothèques, je sais pas comment c'est organisé chez toi. Il y a tout un couloir de bibliothèque, quoi. C'est dans un couloir qui monte au 2e étage et il y a je sais pas, j'ai jamais compté, mais il doit bien y avoir 1 millier de bouquins là-dedans. J'ai jamais posé la question de combien il y a de livres dans les bibliothèques, c'est vrai ça? Disons qu'il y en a au moins, je pense, comme c'est des poches, pas que, mais il y a au moins 40 par rayon, je sais pas, j'ai... Et tout est à cet endroit-là? Ou est-ce que le maximum, non, j'en ai à côté de mon lit, j'en ai à côté du lit de Julie, il y en a. La bibliothèque est partagée, celle du couloir? Ouais, carrément. À tel point qu'on a des doublons, quoi. Qu'on avait plus jeunes et tout ça, je sais. J'ai une petite bibliothèque de série noire. Et voilà, et puis il entraîne sur la cheminée aussi des bouquins comme ça qu'on range, qui sont plus en couleur, qui sont plus jolis. Donc voilà, on a plusieurs spots, mais quand même c'est dans le chemin quand même. On dirait un voyage quand tu l'écris, tu vois, on va de là, du jardin à l'étage, etc. C'est un voyage pour toi parce que t'es libraire et que tu aimes les bouquins. Pas sûr que mes gamins, par exemple, se disent plutôt. Alors mon fils me le disait, il y a des bouquins partout, mais vous les lisez pas. On les a lus, on y lira peut-être. Il a du mal à comprendre ça même. Et puis mes gamins dans leur chambre, ils ont des bibliothèques. Avec leurs livres à eux. Avec leurs livres à eux. On va arriver à la dernière partie de cet échange qu'on a intitulé Passeport littéraire. C'est des questions un peu les mêmes pour tout le monde. Si ça t'inspire pas, on passe bien évidemment. La première question, Frédéric, si tu étais un titre de livre? Pour peut-être pas pour le bouquin en lui-même parce que c'est déjà pas mal, mais c'est pas. Mais pour le titre et pour la signification, la constance du jardinier, Gardener Constant de John le Carré. Ce titre, je trouve que écrire c'est ça aussi, c'est avoir une constance et que seul le jardinier connaît, quoi. Pour faire pousser, moi je suis un piètre jardinier d'ailleurs dans la vraie vie. J'ai un potager au fond de mon jardin. Au jardinier au sens propre là, tu parles. Je pensais que tu donnerais la métaphore de l'écriture. J'arrive pas à faire pousser autre chose que des courgettes et 3 salades. Ce que je veux dire, c'est que seul le jardinier a cette constance pour avoir un beau potager et tout. Et j'aime bien cette métaphore pour l'écrivain aussi. La constance de l'écrivain, quoi. C'est un beau titre. C'est pas mal. En tout cas, j'aime bien ce truc, quoi. Parenthèse par rapport à ces questions-là, est-ce que tu arriverais dans tous les livres que tu aimes, que tu lis, etc. Est-ce qu'il y a une sorte de, je sais pas comment dire, une colonne vertébrale, un dénominateur commun? Il faut des personnages qui soient vraiment incarnés. J'aime bien les personnages. Et quelque chose de vivant, quoi. Et puis d'émotion, sans doute de l'émotion, de la peur, de l'amour, ce genre de trucs. Voilà, du sentiment et des personnages.
quand il y a une belle histoire ou une grande histoire ou une histoire incroyable en plus, ça peut devenir un bouquin excellent, quoi. Enfin, Il y a des auteurs ou autrices que tu suis, dont tu sais que quoi qu'ils sortent ou quoi qu'ils publient, tu auras envie de les lire, qui sont un peu... Non, par contre, il se trouve que un mec que j'adore comme McCarthy, Cormac McCarthy, Ouais. voilà, j'ai tout lu que s'il m'était tombé sous la main. Ok. Tu vois. Elroy, d'une autre manière, j'ai quasiment tout lu aussi. Parce que c'est des univers. Ouais, qui me parle, Ouais, je suis vraiment intéressé, je suis jamais déçu, quoi. Plus ou moins, mais jamais déçu quand même. Et alors, est-ce que parmi les auteurs du passé, j'ai envie de dire, parce que les auteurs présents, tu peux les rencontrer plus ou moins facilement, mais je pense que dans les salons, etc. Est-ce qu'il y a un auteur d'hier avec qui tu aimerais échanger, avec qui tu aimerais poser des questions? Pourquoi pas Grossman, là, Vassili Grossman dont je parlais. Ah oui. Parce qu'en plus, lui, il a subi les foudres du stalinisme et tout ça. Le bouquin qu'on lit de lui, Vie et Destin, je crois qu'il y a quelques lignes qui sont caviardées, c'est-à-dire que son manuscrit définitif a été récupéré par le KGB, a disparu, mais il en avait fait une copie qu'il a donnée à un de ses étudiants, je crois, un truc comme ça, qui a réussi à le faire passer à l'Ouest. Et ce qu'on lit même en livre de poche, là, je crois que c'est le livre de poche, je crois qu'il y a 2 ou 3 lignes, il manque des mots, quoi, parce que... Ouais. Donc j'aimerais bien discuter avec ce type-là, parce que il est allé en prison, mais il a connu Stalingrad, mais il a défendu l'URSS, après il s'en est pris plein la gueule, et ça c'est un truc... Alors c'est pas un mec du passé, mais hier tu parlais, quand tu répondais à une question de l'étudiante en parlant de Joseph Andras, qui est aussi un auteur important pour toi. Il est vivant. Bah oui, je sais. Ouais, tout à fait. Lui, j'aimerais bien discuter un jour avec lui. Tu l'as jamais rencontré? Non. Oh, il est très discret. Je disais aussi qu'il avait, je crois, refusé d'être sur la liste du Goncourt une année. Je peux lire ça aussi, ouais. Ce qui est quand même assez courageux. Hein. Il faut vraiment croire en ses convictions. Ouais, je trouve ça assez chouette. Au-delà de ça, c'est un excellent écrivain, un mec qui écrit bien, qui est un pur styliste, chose que je pense pas être, par contre. Mais lui, il a vraiment des tournures de phrases qui sont parfois surécrits, mais bon, ça le fait. Et surtout, il a des sujets investis, conscientisés. Il écrit sur des sujets qui me branchent vraiment, sur l'histoire, en l'histoire récente. Et c'est bien, finalement, c'est du roman sans... Alors que je te disais que je m'attachais aux personnages dans les livres que j'aimais, pour le coup, Andras, ses personnages sont peut-être pas au premier plan, c'est plus l'histoire qui l'intéresse, quoi. Et ces personnages seraient presque, et c'est ce que je dis, c'est amélioratif, c'est vraiment pas péjoratif, seraient presque transparents, comme pour voir plus loin, pour voir ce que, ils sont pas très dessinés, quoi. Okay. Et pourtant, moi j'ai tout lu de Andras et j'adore vraiment, je suis jamais déçu. Lui, tu vois, pour reprendre ta question précédente ou celle d'avant, peut-être que tout ce qui sort, je le lirai, quoi. Voilà, tu vois, peut-être, je pense que oui, le prochain bouquin d'Andras, je l'achèterai, quoi, comme j'ai tout acheté. Je pense que, tu vois, si ça existe. Est-ce que tu sais quel est le prochain livre que tu as envie de lire, Frédéric? Le prochain livre que je veux lire, oui, parce que il y a un type qui a sorti un bouquin sur le premier jour de la guerre au Liban, là. C'est un journaliste. Beyrouth, le 13 avril 63. Voilà, c'est ça. Et mon éditeur me l'a offert hier et je vais le lire. Je vais le lire parce qu'en ce moment, je suis dans la promo de ce bouquin qui parle du Liban et tout ça. Donc, pour me tenir au courant de ce qu'il a fait, il paraît que c'est pas trop mal. C'est plus personnel et journalistique. C'est moins un roman que moi, mais il parle d'un moment,
qui est le point de départ qui commence de mon bouquin. Ouais. Donc ça, je pense, voilà, c'est le prochain que j'irai, c'est celui-là. Ouais, c'est ça. J'ai une question terrible pour la presque dernière question. Ne plus jamais lire ou ne plus jamais écrire? Absolument incapable de répondre à cette question, quoi. Ah ouais, non, si j'arrête d'écrire, ça risque d'être compliqué la vie, ouais. Ça risque d'être vraiment compliqué. Arrêter de lire aussi, mais pour d'autres raisons. Parce que j'arriverai plus à m'aérer la tête, à me nourrir et tout ça. Mais plus écrire, je vois pas trop, quoi. Je pense que je mourrais sur scène, quoi. Je pense que je taperais sur mon ordinateur et je tomberais en me disant ah là, j'avais tout ça à écrire encore, merde. Mais bon, moi je prendrais pas de retraite, tu vois, je pense pas. Donc voilà. La particularité de ce podcast, c'est que la personne que j'ai vue avant toi t'adresse une question, sans savoir qu'elle sera pour toi. C'est une question à l'inconnu. C'est l'écrivain Charles Roux, qui est publié chez Rivage notamment, qui te pose la question suivante. Après la lecture de quel livre t'étudies en colère contre toi-même? Ah mince, c'est ce livre que j'aurais aimé écrire, ou j'aurais aimé écrire sur ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ouais, ça m'est arrivé quand même. Un McCarthy, quoi. Ouais, moi je te dis, j'aurais aimé écrire la trilogie des Conflans, par exemple. Mais j'aurais aimé écrire un Joseph Andras aussi, ouais. Ouais, je pense. Ainsi nous leur faisons la guerre. Je pense que j'aurais bien aimé l'écrire, celui-là. C'est un titre qui lui va bien en plus. Ah ouais? Oui, ouais. Nul ennemi comme un frère. C'est vrai, ouais. Oui, en plus, il a des titres assez chouettes. Mais ça m'a jamais mis en colère non plus. À ton tour, il faut que tu poses une question à la personne que je verrai après toi sans que tu saches qui il ou elle est. Est-ce que tu as réfléchi à ce que tu as envie de demander à cette personne? Le truc un peu classique, ça serait est-ce que le dernier bouquin que tu as écrit ou que tu es en train d'écrire est vraiment nécessaire? Est-il nécessaire de l'écrire, quoi? Tu vois? Et à la limite, la question, ça serait pourquoi? Et pourquoi? Merci beaucoup pour cet échange. Oh non, mais merci à toi. On va s'arrêter là. Vraiment chouette. C'était le nouvel épisode des gens qui lisent dans la bibliothèque des écrivains avec Frédéric Paulin. Retrouvez sa sélection de livres et les autres épisodes sur le site de la librairie www.desgentsquilisent.fr. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en à d'autres gens qui lisent. À bientôt à la découverte d'une autre bibliothèque et belle journée dans les livres.